Ice matcha latte. Let's go. This is absolutely delicious. Ça augmente ma capacité de concentration. This is the most beautiful looking drink. Que le matcha est détox pour l'organisme. Bonjour, si le combo smoothie, salade, porridge vous dit quelque chose, c'est sûrement que vous avez à votre actif déjà bon nombre de vidéos What I Eat in a Day, rééquilibrage alimentaire ou encore recette healthy. Déjà, bienvenue. Ensuite, j'avais envie de me demander, est-ce que c'est pas toujours la même chose ? J'en suis venue à la conclusion que la nourriture était devenue une mode sur les réseaux sociaux et j'ai envie de questionner ça parce que faudra quand même rappeler que les réseaux sociaux ce n'est pas la réalité. Someone who literally has almost 1 million subscribers and openly admitted to me face to face that their What I Eat in a Days they film within 1 hour, get changed in between each one and pretend it was a day. L'audience peut venir en fait à culpabiliser sur ses propres pratiques et notamment parce qu'elle n'arrive pas à atteindre ces standards qui en fait ne sont tout simplement pas réels. Et s'ils sont réels, sont-ils vraiment sains ? Ce que je voulais me demander, c'est au-delà du fait que les réseaux sociaux créent des réalités alternatives, quel est le système en fait qui pousse toutes ces créatrices de contenu à produire ce genre de vidéos ? La réponse est suspense, la diet culture, qui est simplement le fait que faire un régime, ce soit un trait valorisé de notre culture, de notre société. Quand vous faites un régime, en général, vous avez des compliments, tu prends ta vie en main, vive les bonnes résolutions, le quinoa c'est trop bon. Si je vous dis ça, c'est parce qu'en fait, sur les chaînes qui produisent des What I Eat in a Day, il y a souvent, en fait, quand vous remontez dans les vidéos, un contenu, ma perte de poids ou à minima ma transformation physique. C'est pas des vidéos que alimentaires, mais c'est des vidéos qui sont orchestré pour produire un type de corps. Il y a aussi pas mal de chaînes où on va retrouver une vidéo qui fait mention d'un passé explicite avec les TCA. Et là, ce qu'il faut bien se dire en fait, c'est qu'en fonction de la temporalité, c'est cette relation troublée à l'alimentation qui a poussé le créateur ou la créatrice à faire ce genre de vidéo. Et la réponse à tout ça, c'est des vidéos qui portent le label alimentation intuitive. Déjà, il faut préciser que bon, c'est pas les vidéos qui font le plus de vues, donc clairement les gens sont pas là pour ça. Et même en fait, si c'est des vidéos qui faisaient beaucoup de vues, le fait de poser en fait ce label alimentation intuitive, ça postule en fait inévitablement que toutes les autres vidéos sont le produit de la diet culture et ne sont pas en fait de l'alimentation intuitive. Du coup, même si c'est une mode positive, ça vient quand même dire je fais une vidéo dans la continuité d'une mode qui est hyper malsaine en fait. Le fait que la diet culture soit malsaine, ça vient après. Et pour terminer sur les exemples, la tendance du reverse diet, ou en anglais du all-in. Bon, en anglais c'est vraiment une version extrême, donc j'ai plus parlé du reverse diet, mais qui consiste à augmenter son apport calorique pour avoir un métabolisme qui tourne plus rapidement et du coup qui brûle plus de calories, donc pour mincir. Sauf que dans les vidéos, en tout cas moi que j'ai regardé, l'apport calorique en fait c'est juste l'apport calorique d'une personne normale. Et en fait c'est ça qui est fou, c'est que pour faire vendre en fait un mode d'alimentation, il faut poser le mot diet dessus, régime, alors qu'en fait ça consiste juste à autoriser les gens à manger à leur faim. What ? Manger comme on veut, non. Manger pour avoir un certain corps, oui. Voilà, je vous précise quand même que là je me restreins à YouTube. Je sais que la diet culture sur TikTok c'est une catastrophe, vraiment. Donc je vous linkerai des vidéos pour approfondir le sujet parce que perso je ne participe pas à cette fantaisie. Si on tape What I Eat in a Day sur YouTube, on remarque quand même que les 50 premières vidéos qui tombent, je ne suis pas allée plus loin, c'est des vidéos produites par des créatrices de contenu. Et si on tape l'équivalent en français, ce que je mange dans une journée, c'est quasiment la même chose. Déjà, qui crée ces vidéos peut être des femmes. Le fait qu'il y ait que des femmes, c'est quelque chose que je vais questionner dans la deuxième partie de cette vidéo, donc... Et alors, si je demande pourquoi que des femmes, peut-être que certaines personnes qui n'auraient pas vu cette deuxième partie me diront alors... Parce que la place de la femme est à la cuisine. Certes, il y a beaucoup d'activités du foyer comme la cuisine, le ménage, s'occuper des enfants qui sont effectivement réalisées par les femmes, mais si vous regardez ces différentes miniatures de vidéos concernant la nourriture, on se rend vite compte qu'en fait c'est pas tellement de cuisine qu'il s'agit, c'est plutôt de culte du corps. Donc l'activité qui est genrée ici,
c'est pas tellement la cuisine que le culte du corps. Et si on va plus loin, même si les femmes comme les hommes peuvent porter attrait à leur corps, le travailler et rechercher une certaine esthétique, les dérives et les addictions qui sont liées en fait au culte du corps ne sont pas du tout distribuées également. Les personnes qui sont touchées par les troubles du comportement alimentaire, c'est en majorité des femmes. Et ce qui est marrant dans le domaine de la sociologie, qu'on s'entende. T'as été trop loin. C'est que généralement, c'est les hommes qui ont le plus tendance à avoir des addictions et des comportements à risque. Mais dans le cas de l'alimentation, c'est de loin les femmes qui sont les plus touchées. 90% des personnes touchées par l'anorexie sont des femmes. Maintenant, je vais vous expliquer un peu le pourquoi du comment de la diet culture. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la diet culture, c'est un fait social. Parce que j'entends déjà les voix off me dire « Oui, mais ce qu'on peut dire dès maintenant, c'est que le fait d'avoir cette réaction comme ça en mode oui mais être mince c'est super, c'est que en fait on a intériorisé tellement profondément que c'était bien qu'on ne peut pas s'en détacher. Et c'est la magie du social, bravo. Puisque un fait social c'est quelque chose qui est extérieur à nous, donc ça vient pas de notre intériorité. Genre on va pas le dimanche au supermarché des injonctions culturelles en mode semaine prochaine c'est diet culture pour tout le monde. Non, on est né comme ça et souvent on a du mal à s'en détacher, donc c'est extérieur à nous et c'est doué d'un pouvoir de coercition. C'est clairement la définition de Émile Durkheim, créateur du fait social, hein. C'est pas boire du matcha qui m'a permis d'inventer ça. Et pour valider ce modèle social, parce que justement c'est extérieur à nous, on va notamment passer par des arguments biologiques et ceux qu'on a à notre portée. Il y a une binarité qui se crée en mode manger bien, c'est être mince. Le surpoids c'est dangereux, notamment parce que il y a quand même plein de reportages en fait qui sont hyper alarmants sur l'obésité. But if I ate nothing but McDonald's for 30 days straight, would I suddenly be on the fast track to becoming an obese American? Would it be unreasonably dangerous? Et c'est là en fait où il faut se décentrer pour comprendre que c'est un modèle de société, c'est que choisir en fait la minceur comme esthétique, en faire un idéal, c'est le résultat d'une société qui a atteint l'abondance alimentaire. C'est là où je vous dis que c'est un fait social parce qu'en fait en fonction de à quoi ressemble la majorité des gens dans la société, les injonctions vont se créer. Dans les sociétés menacées par la malnutrition, ce qui va être valorisé, c'est d'avoir plus de graisse sur son corps, et dans les sociétés où l'abondance alimentaire est atteinte, c'est plus généralement d'avoir le moins de graisse possible sur son corps. Les pays où l'IMC est le plus bas dans le monde, ce n'est clairement pas les pays occidentaux en fait. Donc mieux manger, parce que les pays où on mange le mieux selon Oxfam, c'est les pays occidentaux, mieux manger ce n'est pas être mince. Puisque les pays où on est le plus mince dans le monde, c'est les pays qui sont en malnutrition. Il faut bien comprendre que les standards de beauté, c'est ce qui est minoritaire et ce qui est rare. Et les classes aisées, c'est celles qui se restreignent le plus. Les personnes touchées par l'anorexie, c'est la plupart du temps des personnes de classe moyenne et de classe aisée. Quand on parle du corps dans les normes, en fait, on parle bien du corps qui est normé selon une classe aisée, et pas d'un corps normal. Et donc si les vidéos What I Eat in a Day marchent, c'est parce qu'encore une fois c'est une minorité de personnes qui se nourrissent comme ça. Ce qui est rare fait vendre, ce qui est rare fait envie. On va voir que la diet culture c'est aussi le résultat d'une société capitaliste. Une dictature de la classe capitaliste aujourd'hui sur l'économie. Puisque pour accumuler du capital, il faut vendre. Pour vendre, il faut créer des nouvelles parts de marché et donc des nouveaux besoins. Créer un complexe, donc clairement qui est un manque de quelque chose. Ensuite, donner aux personnes un moyen matériel concret pour combler ce complexe. C'est extrêmement vendeur. C'est pas rare qu'on voit des influenceurs et influenceuses faire des partenariats pour des produits minceurs. Dans le meilleur des cas, inefficaces, style DT Detox, et dans le pire des cas, des produits qui sont quand même pas très bons pour la santé. Les filles, si vous êtes en régime, c'est le produit que je vais venir vous conseiller, parce que votre estomac, il sera tellement blindé par cette pâte, regardez, hein, mais vraiment, elle devient comme ça dans votre estomac, que pour le coup, vous aurez du mal à manger beaucoup plus de portions comme vous mangez d'habitude, genre à ne plus vous arrêter. Là, ce sera mort, votre ventre il sera à moitié blindé. Mais au-delà en fait de ces partenariats, certains influenceurs et influenceuses sont
des marques en fait. Ils créent en fait plusieurs produits. Regardez comment je mange, comment je fais du sport, ma routine du matin, ma routine du soir, et consommer ces différents produits, en fait ça vous permet de devenir cette marque, de vous associer à l'image de marque que je produis. Un personal branding, c'est simplement pour définir que ces youtubeuses sont rapidement devenues des marques, ou en tout cas elles incarnaient des marques par leur biais soit de leur chaîne YouTube propre, à savoir Enjoy Phoenix est devenue une marque, soit par leur collaboration, où Enjoy Phoenix par exemple faisait une collaboration avec L'Oréal, et dans ce cas-là, elle incarnait L'Oréal. Et c'est vrai que là je vous parle en fait de l'influenceur comme un produit qui ramène de l'argent, mais en soi, l'industrie des régimes en fait considère également que le corps est un produit en fait qui peut être marketé, puisque on vous vend telle chose ou telle chose pour atteindre quelque chose de figé. C'est pas un argument santé, c'est un argument minceur. Ce que je fais là, c'est pas du tout de poser un diagnostic parce que je ne suis pas dans leur vie, je ne suis pas leur psy, mais c'est de vous montrer que les TCA c'est un processus et qu'il y a un commencement qui peut être trouvé en fait dans ces vidéos. Pour ça, je vais plusieurs fois faire référence à l'ouvrage de Muriel Darmon qui s'appelle Devenir anorexique, une approche sociologique, qui fait référence à la notion de carrière anorexique. La notion de carrière en sociologie, c'est pas une notion qui renvoie directement au monde professionnel, mais qui s'en inspire pour montrer un peu à l'image d'un CV les différentes étapes par lesquelles un individu dans un certain groupe passe inévitablement. Dans le cas de la carrière anorexique, la première étape c'est de faire un régime. Mais Muriel Darmon parle plus généralement de se prendre en main. Et si j'ai envie de parler en fait du rôle des influenceurs dans cette mise en place, c'est que Muriel Darmon parle du groupe social en fait dans la mise en place d'un trouble du comportement alimentaire. Puisque vous avez toujours différentes personnes qui permettent cette mise en place. Il y a tout d'abord les prescripteurs qui sont des professionnels, donc soit un professionnel médical, mais aussi par exemple un prof ou une prof de danse, et des personnes qui incitent et qui accompagnent. Donc là ça va être soit de la famille, c'est que la figure de la mère revient souvent dans les entretiens qui sont décrits dans le livre. It's hard to not eat any sugar. Doing such a good job, Gigi. Aren't you proud? Ou les pairs, c'est-à-dire un groupe d'amis qui va collectivement en fait avoir des remarques grossophobes par rapport aux autres personnes du groupe ou d'eux-mêmes. Mais elle a pas un peu pris? Si, du cul. Elle a trop pris du cul, hein. T'as vu ça? Putain, je suis trop contente. On peut quand même considérer que les relations parasociales que constituent les influenceurs, donc parasocial c'est que dans un sens, donc les influenceurs vers leur audience, sont un réel processus, peut-être pas de prescription, mais en tout cas d'accompagnement, c'est sûr. Ce qui est assez insidieux quand même avec les réseaux sociaux, c'est que si vous avez une obsession, peu importe laquelle, l'algorithme en fait n'est pas moral. Du coup, il vous poussera dans cette obsession, peu importe que celle-ci soit saine ou malsaine. Ce n'est pas son problème. Il y a des centaines de personnes qui, si vous voulez rentrer dans cette démarche de prise en charge, qui font la même démarche que vous en fait, et qui vous confortent dans le fait que ce que vous faites c'est bien. Après, je dis pas que c'est forcément exponentiel par rapport à avant, parce que je sais qu'il y avait les magazines, ce genre de choses, et même encore une fois, le pouvoir en fait de l'entourage, avoir été élevé dans une famille et une société qui est grosse. En fait, tout simplement, c'est ce qu'il y a de plus puissant en termes d'identification. Si je me permets de mettre ces vidéos en lien avec les TCA, c'est parce qu'il y a quand même pas mal de signes qui pourraient être, on va dire, des bonnes informations en fait pour commencer un régime, une restriction. Donc selon Muriel Darmon, la deuxième étape en fait de la carrière anorexique, donc après la prise en main initiale, c'est le maintien en fait des restrictions alimentaires, juste avant les avertissements du groupe social et la quatrième phase, l'hospitalisation. Encore une fois, c'est un processus, l'image que Bourdieu donne, qui je trouve peut peut-être un peu aider certaines personnes qui voudraient m'attaquer, c'est que la carrière c'est comme une ligne de métro. J'ai l'impression de commencer une disquette là. En gros, chaque étape est un arrêt de métro auquel vous pouvez descendre. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au bout, mais ce qu'il faut savoir c'est que c'est quand même, ça s'inscrit sur un trajet et que c'est assez facile si telle ou telle étape psychologique d'aller jusqu'au bout. Mais en fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'une personne qui développe un trouble du comportement alimentaire, elle n'apprend pas en fait ses restrictions au moment de sa chute. En fait, c'est des connaissances qu'elle a accumulées depuis un certain nombre d'années par son entourage ou à travers ses vidéos. Et quand elle décide, parce que psychologiquement elle ne va pas bien, de mettre en place ce trouble du comportement alimentaire, enfin c'est inconscient, hein, je dis elle décide mais c'est pas conscient, elle va mobiliser ce stock de connaissances. Donc c'est pas en fait que si vous regardez ce genre de vidéo vous allez développer tel trouble, c'est que si jamais un jour en fait vous allez pas bien,
vous allez mettre à profit toutes ces connaissances en fait emmagasinées pour dire ok là j'ai pas assez de valeur, du coup je vais mettre en place toutes ces restrictions que j'ai apprises pour tomber dans l'addiction. Je voulais juste vous préciser que j'ai conscience que la restriction elle n'est pas seulement apprise à travers ces vidéos, dans le sens que c'est un modèle de société. À mon sens le healthy c'est une réponse qui est extrême face à un autre extrême qui est celui de la junk food, et donc c'est finalement l'industrie agroalimentaire qui nous contraint non pas à choisir de manger sain, mais à ne pas choisir de manger les produits créés par cette même industrie. Donc je sais que ceux qui imposent le healthy, voilà, c'est pas vraiment les réseaux sociaux et des créateurs et créatrices de contenu isolés, c'est vraiment des extrêmes de l'industrie agroalimentaire qui nous ont forcés à en arriver là. Et encore une fois, j'en reviens au social pour dire que toutes ces connaissances qui sont mises en avant, elles sont loin d'être seulement nutritionnelles, puisque pour beaucoup, il s'agit de tendance. Et je suis pas en train de débattre sur est-ce que c'est plus une tendance ou plus de la nutrition, parce qu'en général elles sont effectivement bonnes pour la santé, mais leur effet sur la santé est souvent exacerbé. Des trucs très précis qui vous donnent l'impression que si vous n'achetez pas, si vous ne faites pas ça, vous n'avez pas un mode de vie sain. Et encore une fois, j'en reviens à la notion de produit. Il y a vraiment une dimension d'image de marque où c'est marketé pour que ça soit vendeur, pour que ça soit facile et pour que la personne veuille l'acheter. Ce n'est pas sur ça que repose votre santé en fait. Hot water with lemons. It's a really great way to kind of kickstart your digestion. Lemon water will help kickstart your digestion? Fake news. Let's move on. C'est pas un truc en mode incorporer un peu des lipides et des protéines en fonction de vos ressentis et de vos envies, faites-vous plaisir. Non, ça ce n'est pas vendeur. Ce qui est marketable, c'est acheter ce toast à l'avocat pour avoir ce corps. Il faut considérer qu'en fait toutes ces modes, elles s'insèrent dans un groupe social qui se reconnaît et dont les individus se valident entre eux. Pour la diet culture, un corps mince c'est ça. Alors qu'un corps mince en fait c'est énormément de choses en fait. Si on prend par exemple le corps des Victoria's Secret qui est présenté comme le corps limite athlétique quoi, en forme. Big boobs? What? Ciao. Anyway, so... Il faut quand même préciser que c'est un corps qui est en sous-poids. Si vous calculez en fait la taille et le poids de ces personnes, ça résulte sur l'échelle de l'IMC, même si je sais vraiment que l'IMC c'est pas un indicateur parfait, mais en tout cas ça peut permettre de se situer un minimum. C'est des personnes qui sont en sous-poids, c'est des personnes qui sont ultra minces, c'est pas des personnes qui sont juste minces en fait. Donc les signes concrets de restriction dans ces vidéos, elles se divisent en deux parties. Le contrôle des calories et le contrôle des groupes d'aliments. Donc déjà première partie, les calories, parfois c'est mentionné explicitement mais en réalité la plupart du temps ce n'est pas mentionné. Et il faut en fait être un minimum renseigné sur le sujet pour se rendre compte que dans beaucoup de vidéos, ce n'est pas suffisant en fait. Ces personnes déjà, justement en général sont plutôt minces, du coup ont un métabolisme qui brûle beaucoup moins que des personnes qui ont un poids un peu plus élevé, mais surtout en général c'est des influenceuses et influenceurs qui travaillent de chez eux, qui ont un mode de vie extrêmement sédentaire, et si vous décidez de manger comme eux, de faire du sport comme eux, et en plus d'avoir votre mode de vie de travailleur ou d'étudiant, potentiellement qui fait 3 heures de trajet par jour, ce qui est mon cas, vous allez mourir. Parce qu'il y a plein de gens qui pensent que voilà ils y arrivent pas alors que juste ce n'est pas assez. Bon là c'est vrai que je trouve une excuse de finalement ils ont un mode de vie qui est pas le même que le nôtre donc c'est normal qu'ils mangent moins, mais il faut aussi garder en tête que pour beaucoup c'est leur métier et la charge mentale que c'est de s'occuper de ça, il faut vraiment pas la négliger. Et c'est possible, ça va pas être le cas de tout le monde, mais que certaines personnes se mettent à culpabiliser de pas pouvoir suivre ça alors qu'en fait c'est juste un régime alimentaire qui n'est pas adapté pour ces personnes ou qui est mis en scène aussi parce que bon, faut le dire, encore une fois les réseaux c'est pas la réalité. La réponse de beaucoup de créateurs de contenu face à ça, c'est de faire des disclaimers au début. Donc bon parfois il n'y en a même pas mais passons. Quand il y en a, ils vont dire voilà, adaptez vos portions à vos besoins, chacun est différent. Almost each video that I make, I claim that I'm just sharing what works for me and I share a lot of times what works for me might not work for you and I say all the time if you feel like having snacks, do. Si vous avez vu ma vidéo sur Disney Channel, vous savez que une personne qui s'identifie à une dizaine d'influenceurs qui regardent tant d'heures par jour, le poids d'un disclaimer de 1 minute en fait est nul par rapport à l'identification qui va être opérée pendant plusieurs années par souvent des adolescents. Faire disclaimer et après dire qu'on a arrêté le sucre,
faudrait plus arrêter ce genre de vidéo, je pense. La deuxième manière de se restreindre après le contrôle des calories, c'est le contrôle des groupes d'aliments. Enfin vraiment, qui ça étonne, l'influenceuse Elsie vous disent que elle est végane. Bon, ça peut être pour des raisons politiques, mais soit. So around the time that I went vegan, which was about 2015, the most popular vegan YouTubers were basically all thin, pretty, beachy kind of girls. And I won't lie, they did inspire me to go vegan because, well, for one, I wanted to eat healthier because I was a junk food addict. But I definitely was, I guess, inspired by their like aura of positivity and yeah, their great bodies. Sans gluten, sans lactose et bien sûr, on ne le cite même plus parce que c'est une évidence, sans sucre. Si je cite Muriel Darmon, la prise en main est constamment réitérée en accentuant à chaque fois la restriction et le contrôle, toute restriction alimentaire rendant ainsi possible la suivante. Et c'est pour ça qu'en fait en soi il n'y a rien d'alarmant parce qu'à chaque fois c'est une petite restriction par-ci, une petite restriction par-là. Si on jongle tout, il y a quand même beaucoup d'aliments qui disparaissent. Et je la cite à nouveau, l'enjeu du travail de maintien de l'engagement est alors d'exercer tout à la fois le corps et la volonté à cette restriction progressive. Discipline alimentaire qui peut se transformer en quelque chose de pathologique. Cette restriction elle est souvent justifiée en fait par des motifs justement nutritionnels, mais là on parle pas quand même de produits ultra transformés de l'industrie agroalimentaire, on parle quand même de produits bruts, le lait, le gluten, etc. qui sont bizarrement à la fois les plus prohibés et les plus caloriques. Il y a quand même certaines choses comme le brocoli, le chou, les pois chiches qui peuvent aussi être très compliqués à digérer, mais pourtant c'est pas trop les trucs qu'on exclut. Et c'est vrai qu'aujourd'hui il y a beaucoup plus de mouvances qui incitent à introduire des lipides dans son alimentation, des amandes, de l'avocat, des trucs comme ça. Mais il faut quand même rappeler que si vous mettez la bonne cuillère d'huile d'olive de la grand-mère, j'ai mis de l'huile d'olive. Elle fume, elle doit être c'est aussi un lipide, mais c'est moins sexy. Ça a été diabolisé dans un premier temps, donc on essaye de contourner le truc avec des graisses mais qui sont pas vraiment aussi caloriques que ça. Et si je vous parle de ce trouble en particulier, c'est parce qu'il représente la restriction à son paroxysme. Et on va voir en fait sur l'échelle des troubles du comportement alimentaire, ils commencent tous plus ou moins en fait par une restriction. Parce que parfois on peut penser que par exemple la boulimie ou l'hyperphagie c'est l'exact miroir de l'anorexie, quand en réalité souvent en fait les crises alimentaires elles sont créées par une restriction de base. Vu que la personne se restreint, le corps a besoin de faire une crise pour compléter en fait les calories dont il a été privé. Ça pouvait m'arriver par exemple de ne pas manger pendant plusieurs jours parce que je voulais mincir et puis par la suite comme j'avais vraiment trop faim, et ben, je recommençais à manger de manière excessive et puis j'allais avoir un sentiment de culpabilité après les repas. Si vous vous sentez coupable, il y a des chances que vous vous punissiez les jours d'après en mangeant rien, en faisant plein de sport, etc. Ce qui va de nouveau engendrer des compulsions et de la culpabilité, c'est un cercle vicieux. Donc c'est important de comprendre que bien évidemment l'anorexie, bien évidemment l'orthorexie qui est le fait de vouloir manger le plus sain possible et la boulimie et l'hyperphagie, ils sont quasiment tous créés par la restriction. Et je terminerai quand même en vous disant que en termes de carrière sociologique déviante, le trouble du comportement alimentaire c'est quand même une des rares addictions dont le début est applaudi. Puisque même si parfois le fait de fumer ou de boire ça va être validé par le groupe social parce que justement c'est une tendance, une mouvance, je ne sais quoi, tout le monde a quand même conscience que c'est mauvais. Alors que vraiment, le fait de se restreindre alimentairement, c'est vraiment quelque chose qui est félicité. C'est la fin de cette première partie. J'en profite aussi pour vous remercier de m'avoir sorti des abysses de l'algorithme puisque j'ai lu avec extrêmement de plaisir vos retours sur ma dernière vidéo. Merci beaucoup, je vous retrouve très bientôt pour la partie 2. Back to the computer. Oh my gosh, I'm such a nerd. Let's see if I got any new comments. Oh man.